Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Alors, la statistique de Fermi-Dirac traite du cas d'un ensemble de particules de spin demi-entier, J est égal à 1 demi, 3 demi, etc., sans interaction. Alors, pour la plupart des gaz moléculaires, en fait pour tous les gaz moléculaires, hydrogène, oxygène, azote, la statistique de Maxwell-Boltzmann corrigée convient très bien. Parce que on est à température élevée, à température plus basse, on n'a plus un gaz, il se liquéfie. Une exception est l'hélium 3, qui est un fermion, qui reste gazeux jusqu'à des températures extrêmement basses. Donc, on doit lui appliquer la statistique de Fermi-Dirac. Un autre exemple très important est celui d'un ensemble d'électrons vu comme un gaz d'électrons. Par exemple, dans les métaux où les électrons de conduction, ceux qui conduisent le courant électrique, sont des électrons libres. L'expérience montre qu'un électron a un libre parcours moyen important, c'est-à-dire une distance moyenne ou entre deux collisions. Donc sur ce parcours, il n'entre pas en collision et cette distance est nettement supérieure à la distance entre les atomes eux-mêmes. Donc les électrons se comportent réellement comme des particules libres, sans interaction. Dans un tel métal, chaque atome forme un puits de potentiel, et comme le libre parcours moyen est bien plus grand que ces puits de potentiel, on peut considérer qu'en moyenne, les électrons baignent dans un potentiel constant. Et en choisissant le zéro d'énergie convenablement, on peut poser ce potentiel à 0. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet des applications sur la statistique de Fermi-Dirac, commençons doucement en revoyant la loi de répartition. Alors, la loi de répartition, le nombre d'éléments, nombre d'occupations des états, Ni divisé par Gi, est donné par 1 sur l'exponentielle de bêta epsilon i moins mu plus 1. Ce que nous avions déjà vu, la différence avec Bose-Einstein étant le plus 1 ici. Il est donc assez naturel de définir une fonction appelée fonction de Fermi, n de epsilon, fonction qui dépend de l'énergie, qui prend t et mu comme simple paramètre et qui est définie par 1 sur E exposant bêta epsilon moins mu plus 1, où epsilon est ici une variable continue. Voyons d'abord comment elle se comporte pour t égale 0. Alors pour t égale 0, rappelez-vous que bêta c'est 1 sur 4t. Donc quand t tend vers 0, bêta tend vers l'infini. Le résultat de l'exponentielle, E exposant un nombre qui tend vers l'infini, dépend du signe, donc de epsilon moins mu. Si epsilon est inférieur à mu, alors le signe est négatif, et quand ça tend vers l'infini, moins l'infini, ceci tend vers 0, et donc m de epsilon est égal à 1. Et lorsque epsilon est supérieur à mu, cela tend vers E exposant plus l'infini, ça tend donc vers l'infini, 1 divisé par l'infini, ça fait 0, donc n epsilon égale 0. Donc au 0 absolu, la fonction de Fermi prend une forme très simple. Alors on note mu 0 pour indiquer que c'est le potentiel chimique au 0 absolu. Et le nombre d'occupations, n de epsilon, est donc égal à 1 en dessous du potentiel mu 0 et 0 au-delà. Ceci s'explique très bien avec le principe d'exclusion de Pauli. Sous le potentiel mu 0,
le n est égal à 1, c'est-à-dire ni égale ni sur gi égale 1, et donc ni égale gi. Donc, ceci c'est le nombre d'états par cellule, par domaine, pardon, le nombre d'états par domaine, et donc, sous mu0, on a une et une seule particule pour chaque état possible des fermions. À cause du principe d'exclusion, il n'y en a qu'un seul. Et donc tous les états sont remplis jusqu'à mu0, et pour des énergies plus grandes, les états sont vides, tout simplement. Pour t supérieur à 0, la fonction prend la forme suivante. Elle est plate, puis elle se courbe comme ceci. À mu, on est à mi-hauteur. Et en fait, la ligne horizontale est un plan de symétrie. La courbe ici est exactement la même que la courbe dans l'autre sens vers le bas. Donc c'est vraiment une espèce de miroir. Ceci est donc un centre de symétrie. Ça revient à dire que les particules qui étaient là occupent maintenant cette zone-là, qui est symétrique. La pente ici de la courbe est de moins 1 sur 4 kt. Et si on prend un intervalle égal à 6 fois kt, alors presque toute la courbe est ici inclinée et recouprise dedans. Plus exactement, elle vaut 0,95 ici, et là, elle vaut 0,05. Donc l'essentiel est compris dans une bande de largeur 6 kt. On voit que lorsque kt est petit, ou lorsque mu est très grand, l'essentiel de la courbe ressemble à celle du zéro absolu. Il n'y a que très peu de particules qui passent dans un état d'énergie plus grand. C'est assez compréhensible dans la mesure où on a rempli les étapes progressivement, et donc là on se retrouve déjà à des énergies assez élevées. Et donc, quand la température augmente, on apporte de l'énergie à la substance, et il ne faut pas beaucoup de particules dans des états supérieurs pour avoir une énergie nettement plus grande. Si à l'inverse, le potentiel est très petit par rapport à kt, alors la fonction prend approximativement la forme E exposant bêta epsilon moins mu, c'est tout. Quand mu est très petit par rapport à kt. Et ça, c'est une fonction exponentielle classique, typique d'une statistique de Maxwell-Boltzmann corrigée, qui convient bien dans ce cas. La fonction de Fermi, et ceci est typiquement appelé aussi le niveau de Fermi. Alors, voilà, c'est tout. C'est suffisant pour débuter, d'autant que cette fonction de Fermi intervient partout quand on traite de la statistique de Fermi-Dirac, donc elle est importante, et donc une petite vidéo méritait bien de lui être consacrée. Alors, dans la prochaine vidéo, nous verrons le premier usage de la statistique de Fermi, Fermi-Dirac, en voyant un gaz parfait de fermions, comme nous l'avions fait pour les bosons. Je vous remercie.